Et si du jour au lendemain, votre seul véritable allié vous tournait le dos? Imaginez-vous à la frontière nord-est de l'Europe, là où depuis plus de 30 années, la sécurité semblait acquise sous l'aile protectrice américaine. Depuis la chute de l'Union soviétique, la Baltique a grandi dans l'ombre rassurante de Washington, transformant sa dépendance en certitude. Mais aujourd'hui, tout vacille. Les priorités américaines changent. La Maison-Blanche détourne peu à peu son attention vers la Chine, le Moyen-Orient, l'Indo-Pacifique. Le flanc oriental de l'Europe, autrefois vital, glisse lentement en bas de la liste. Pour la Baltique, ce désintérêt résonne comme un séisme silencieux, qui protégera encore ces petits pays contre les ambitions de leurs voisins. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie se retrouvent exposées, isolées. Leur sécurité, leur économie, leur identité reposaient sur la promesse américaine. Aujourd'hui, cette architecture protectrice paraît soudain fragile, peut-être même illusoire. Le risque est colossal. L'isolement, la vulnérabilité, la disparition de leur voix sur la scène mondiale. Si la Baltique ne s'adapte pas, elle risque de disparaître des radars qui comptent. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la fragilité actuelle de la Baltique, il faut revenir sur l'histoire récente et la promesse, longtemps aveuglante, d'une protection américaine inconditionnelle. La dépendance envers un allié puissant peut sembler rassurante, mais elle cache souvent des failles. Pour la Baltique, l'histoire récente révèle comment une illusion de sécurité s'est peu à peu transformée en piège. Comment un minuscule recoin d'Europe est-il devenu le symbole du pari ultime sur l'Occident? Au début des années 90, la Baltique émerge des décombres de l'Union soviétique. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie misent tout sur l'Ouest. Après des décennies sous la coupe de Moscou, elles voient dans les États-Unis le seul rempart crédible face à un retour de la Russie. En 2004, l'adhésion à l'OTAN devient leur assurance vie. Ce geste scelle leur entrée sous l'ombrelle américaine. À Tallinn, Riga et Vilnius, les drapeaux de l'Alliance flottent fièrement. La peur d'hier cède la place à la confiance dans la protection occidentale. Désormais, la politique balte repose sur deux certitudes: la méfiance viscérale envers la Russie et la foi inébranlable dans la promesse américaine. Cette posture façonne non seulement la sécurité, mais aussi l'identité régionale. Diplomatie, budget militaire, manuel scolaire, tout s'aligne sur ce modèle occidental. Très vite, l'intégration occidentale dope la croissance. Les investissements étrangers affluent, les infrastructures se transforment, la société s'occidentalise à grande vitesse. L'Estonie devient la vitrine numérique, la Lituanie attire les start-up, la Lettonie rêve de devenir carrefour du commerce nord-européen. Par exemple, entre 2004 et 2020, l'Estonie a investi massivement dans la numérisation de ses services publics, lançant des initiatives telles que l'e-Estonia, qui permet aux citoyens de voter, de consulter leur dossier médical ou de gérer une entreprise en ligne. Cette transformation numérique a attiré des multinationales comme Microsoft ou TransferWise, propulsant l'économie estonienne vers de nouveaux sommets. En Lituanie, la ville de Vilnius s'est imposée comme l'un des pôles européens de la fintech, avec plus de 200 startups créées en moins de 10 ans, attirant des fonds venant du Royaume-Uni, d'Allemagne et des États-Unis. La Lettonie, elle, a misé sur la logistique, transformant le port de Riga en plateforme stratégique pour le transit des marchandises entre l'Est et l'Ouest. Mais ce choix a un revers. Tout miser sur une seule alliance, c'est accepter que le destin national dépende d'intérêts étrangers. Si l'Amérique vacille, c'est la sécurité, l'économie et la souveraineté même de la Baltique qui sont menacées. Pendant près de 2 décennies, ce pacte paraît indestructible, presque mythique. Le parapluie américain semble éternel. Pourtant, à Washington, un basculement silencieux se prépare dans l'ombre. Mais lorsqu'une superpuissance change de cap, ceux qui dépendaient de sa protection se retrouvent soudain exposés. Les premiers signes du retrait américain s'infiltrent dans les conversations feutrées des chancelleries baltes. Quand le protecteur détourne le regard, l'élève réalise soudain qu'il est livré à lui-même. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui à la Baltique. Pendant plus de 3 décennies, Washington incarnait la promesse d'un rempart inébranlable. Mais la réalité a changé, presque en silence. L'attention des États-Unis s'est déplacée vers d'autres priorités. Face à la montée fulgurante de la Chine, à la multiplication des crises au Proche-Orient et à la tourmente en Amérique latine, la Baltique s'efface dans l'ombre. Désormais, l'Asie et le Moyen-Orient sont devenus le centre de gravité stratégique américain. Pour Washington, le calcul est brutal. Défendre la Baltique coûte bien plus que ce que la région rapporte en intérêt vital. Les ressources militaires, diplomatiques et économiques doivent être concentrées là où l'avenir des États-Unis se joue. C'est un choix froid,
dicté par la fatigue des interventions et l'ordre mondial qui bascule. Ce retrait ne s'est pas annoncé par une déclaration éclatante ni par un acte officiel. Mais la dynamique s'impose. La garantie américaine n'est plus qu'une ombre. Aujourd'hui, la Baltique n'est plus un partenaire privilégié, mais un pion interchangeable, un matériel sacrifiable si les circonstances l'exigent. Pour les pays baltes, le réveil est rude. S'accrocher à l'illusion d'une protection éternelle empêche toute adaptation. Cette dépendance paralyse l'innovation, freine la création de nouvelles alliances et invite la vulnérabilité sur tous les fronts. Militaire, car l'autodéfense est insuffisante. Diplomatique, car l'isolement menace. Économique, car l'incertitude fait fuir capitaux et partenaires. Le désengagement américain bouleverse l'équilibre balte. Hier encore, s'adosser à Washington semblait tant évident. Aujourd'hui, c'est un cul-de-sac stratégique. Tant que société et élites refuseront de voir ce changement, la fragilité de la région ne fera que s'aggraver. À l'heure du doute, rester passif ne fait qu'accélérer la perte de contrôle. Mais la prise de conscience n'est qu'un premier pas vers l'action. Un choc brutal secoue la Baltique. Que devient une nation privée de son socle protecteur? Dans les rues muettes de Tallinn ou de Vilnius, l'inquiétude grignote la confiance. Désormais, la région, abandonnée par les États-Unis, fait face à un vide stratégique inédit. Plus de promesses d'intervention, plus de parapluie pour ses frontières. Rapidement, l'isolement s'installe. Les élites politiques tâchent de rassurer, mais l'opinion publique vacille entre peur et incrédulité. Les débats nationaux tournent en boucle. Comment a-t-on pu en arriver là? Une évidence s'impose, la dépendance totale envers Washington n'a permis aucune alternative sérieuse. La Russie, elle, n'a pas besoin d'agir ouvertement. Moscou mise sur le temps long, observe, attend l'érosion des liens occidentaux. Pas de provocation, pas de force affichée. Le simple retrait américain suffit à fragiliser la Baltique. L'économie encaisse le choc. Les investisseurs prennent peur, guettant chaque incertitude. Les entreprises locales s'inquiètent. Pourront-elles exporter sans heurts? Les budgets nationaux sont revus à la baisse, faute de perspectives fiables. L'ombre d'une récession s'étend, tandis que les institutions internationales deviennent frileuses face à ces économies désormais jugées à risque. Pour mieux comprendre la gravité de la situation, souvenons-nous de la crise financière de 2008. Cette année-là, la Lettonie a vu son PIB chuter de près de 20% en moins de 2 ans. Les banques étrangères sont parties, les prêts se sont taris et le chômage a explosé. Si un choc similaire venait à frapper la région, sans soutien extérieur, les conséquences me seraient nettement dévastatrices. Politiquement, l'incapacité à tisser de nouvelles alliances ou à dialoguer avec Moscou accroît la marginalisation. Les tentatives de rapprochement avec d'autres partenaires échouent, faute de crédibilité et de réseau. Les voisins européens, absorbés par leurs propres priorités, n'offrent que des mots, jamais de garanties concrètes. Les élites baltes refusent toujours d'admettre leurs erreurs stratégiques. Elles s'accrochent à une hostilité idéologique envers la Russie, répétant les mêmes discours. Ce refus d'évoluer enferme la région dans une impasse, où chaque initiative avorte par crainte d'être perçue comme un aveu de faiblesse ou de trahison. Le risque est colossal. L'identité politique de la Baltique, sa stabilité sociale et même sa place sur la scène internationale sont en péril. Une nation sans alliés solides ni capacité de dialogue risque de s'effacer, reléguée au rang de territoire vulnérable, sans influence. Mais cette impasse n'est-elle pas le fruit d'un aveuglement ? Ailleurs, certaines régions ont su s'adapter aux mêmes ruptures. Existe-t-il pour la Baltique une autre voie? Pour sortir de l'ombre, il faudra oser regarder ailleurs et repenser les fondations de la souveraineté. La suite, une exploration de scénarios alternatifs et des choix encore possibles. Et si l'agilité et non la fidélité aveugle était la véritable clé de la survie? C'est le paradoxe que révèle notre époque. La Baltique, en s'accrochant à un unique protecteur, s'est exposée à tous les vents, tandis qu'ailleurs, certains ont choisi la souplesse pour éviter la tempête. Prenons l'Asie centrale. Là-bas, la règle n'est pas l'allégeance exclusive, mais l'art subtil de jongler entre géants. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan. Ces pays négocient habilement avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Europe et aussi les États-Unis. Jamais ils ne s'attachent aveuglément à une seule puissance. Ils multiplient les options, conscients que la stabilité vient de la diversité. Ce pragmatisme n'a rien d'une faiblesse. C'est une adaptation lucide à un monde où les certitudes s'effondrent vite. Là où la Baltique s'est enfermée dans une vision binaire, amis contre ennemis, l'Asie centrale préfère la flexibilité à la confrontation. Ici, la survie exige de saisir les opportunités, d'esquiver les chocs, de changer de posture quand le contexte l'exige. Grâce à cette souplesse,
Les dirigeants centra-asiatiques gardent tous les canaux ouverts. Ils évitent l'isolement, préviennent les revirements brutaux et deviennent parfois des médiateurs incontournables. Ce positionnement stratégique leur permet de bénéficier d'investissements variés, d'infrastructures neuves et d'un soutien diplomatique concurrentiel. Prenons un exemple concret. En 2018, le Kazakhstan a accueilli des négociations de paix sur la Syrie, réunissant à la fois la Russie, la Turquie et l'Iran sous l'égide des Nations Unies. Ce rôle de médiateur aurait été impensable si le pays s'était aligné exclusivement sur un bloc. En gardant l'équilibre, il gagne en influence. A l'inverse, la Baltique, figée dans sa dépendance envers une seule puissance, s'est privée de toute marge de manœuvre. Quand les priorités américaines basculent, la chute est soudaine et la vulnérabilité totale. C'est la différence majeure entre ceux qui anticipent et ceux qui subissent. Dans un monde mouvant, le pragmatisme bat la rigidité à chaque fois. Voici la leçon. S'accrocher à une unique stratégie ou alliance, c'est risquer l'instabilité, voire l'effacement. Les exemples récents abondent, ceux qui n'ont pas su s'adapter se sont retrouvés marginalisés, voire réduits au silence sur la scène internationale. On peut penser à l'Ukraine, longtemps coincée entre l'Est et l'Ouest. Sa volonté affirmée de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne, sans ménager la Russie ni diversifier ses alliances régionales, l'a placée dans une position d'extrême vulnérabilité. Lorsque la crise éclate en 2014, elle manque d'alliés solides pour réagir. Résultat, l'annexion de la Crimée et des années de conflit. À l'opposé, la Finlande et la Suède, jusqu'à récemment, ont adopté une position de neutralité stratégique. Elles coopéraient avec l'OTAN mais entretenaient aussi des canaux de communication ouverts avec Moscou. Ce choix leur a permis de préserver leur souveraineté et leur sécurité pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elles décident, face à la nouvelle donne, de rejoindre l'Alliance atlantique. Le choix n'est pas que géopolitique, il touche à la capacité de chacun à reprendre la main. Pour la Baltique, comme pour nous tous, la question est pressante. Serons-nous capables de diversifier nos alliances, de repenser nos certitudes, de regagner l'initiative ? Mais quand tout change autour de nous, comment amorce-t-on un virage sans tout perdre ? La réponse pour la Baltique commence par un regard neuf sur ses propres faiblesses. La dépendance affaiblit, la lucidité libère. Refuser de voir les lignes bouger, c'est offrir sa sécurité au hasard d'un monde qui ne pardonne pas l'aveuglement. Aujourd'hui, la Baltique paie le prix de décennies de protection américaine, alors que Washington détourne désormais le regard vers d'autres priorités. S'accrocher à de vieilles certitudes, ignorer les signaux faibles, c'est s'exposer à l'abandon. Ce sont la réputation, la sécurité et l'avenir qui vacillent. Les pays baltes le vivent. Privés de promesses, ils découvrent la solitude stratégique, là où ils attendaient un appui sans faille. Ce piège n'est pas réservé aux États. Toute dépendance non questionnée, qu'elle soit politique ou personnelle, mène tôt ou tard à une chute brutale. Penser qu'un soutien ponctuel vaut engagement éternel, c'est confondre confort et survie. La leçon est claire. Chaque nation, comme chaque individu, doit bâtir sa résilience. Diversifier ses alliances, investir dans ses propres ressources, préserver ses voisins, voilà la clé. Attendre un sauvetage venu d'ailleurs, c'est miser son destin sur une promesse incertaine. Oser réévaluer ses alliances, c'est choisir la lucidité et non la facilité. Rien n'est acquis, tout peut basculer. Se préparer, c'est refuser de subir. Fonder sa sécurité sur un unique pilier, c'est risquer l'effondrement au premier choc géopolitique. La Baltique n'est pas condamnée, mais le temps presse. Pour retrouver souveraineté et influence, il faut regarder le monde tel qu'il est, non comme on le souhaite. C'est le seul moyen d'écrire une page plus sûre, plus autonome, plus forte. Dans cette époque incertaine, la vraie force naît de l'adaptation et du courage de se remettre en question. Refuser la lucidité, c'est se condamner à subir les choix des autres, à voir l'histoire s'écrire sans soi. Alors comment amorcer concrètement ce changement ? Première étape, l'audit stratégique. Les gouvernements baltes pourraient en créer des groupes de réflexion indépendants composés d'experts internationaux, d'universitaires et d'anciens diplomates pour analyser les nouvelles menaces et opportunités. Ce travail d'introspection collective permettrait de dresser une cartographie précise des vulnérabilités et des forces régionales. Deuxième étape, investir dans l'autonomie militaire. Cela ne veut pas dire rivaliser avec les grandes puissances, mais développer des capacités crédibles de défense nationale. Par exemple, la Finlande a longtemps misé sur la défense territoriale totale, combinant armée de conscrits, réservistes et défense civile. L'Estonie, déjà pionnière dans la cyberdéfense, pourrait élargir ce modèle à tous les domaines critiques. Troisième étape, diversification des alliances.
Il s'agit de renforcer les liens avec d'autres pays européens, mais aussi d'explorer des partenariats avec l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique. Des forums multilatéraux comme le Conseil nordique ou l'initiative des Trois Mers offrent des pistes de coopération concrètes. La diplomatie balte pourrait également miser sur des échanges culturels, universitaires et économiques pour tisser un filet d'appui au-delà du bloc occidental traditionnel. Quatrième étape, renforcer la société civile et l'unité nationale. Une société résiliente, informée et impliquée est moins vulnérable à la désinformation ou à la panique. Des campagnes d'éducation civique, des programmes de volontariat et des exercices de gestion de crise peuvent renforcer la cohésion sociale. Cinquième étape, s'ouvrir au dialogue même avec ses rivaux. Cela ne signifie pas renoncer à ses valeurs, mais reconnaître l'importance de la communication dans la prévention des crises. La Suisse, par exemple, a bâti sa sécurité sur la neutralité et la diplomatie discrète, réussissant à préserver son indépendance même dans les périodes les plus sombres du XXe siècle. Enfin, il faut accepter que la sécurité absolue n'existe pas. La résilience, c'est la capacité à absorber les chocs, à rebondir, à s'adapter sans se renier. C'est ce que la Baltique doit viser si elle veut rester maîtresse de son destin. L'histoire regorge d'exemples où ceux qui ont su anticiper le changement ont survécu et prospéré. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a reconstruit son économie en s'ouvrant au monde, en investissant massivement dans l'éducation et la technologie, tout en restant vigilant face aux menaces extérieures. Singapour, minuscule cité-État sans ressources naturelles, a bâti sa prospérité sur la diversité de ses alliances et la flexibilité de sa diplomatie. La Baltique, forte de son histoire de résilience et d'innovation, a tout pour réussir ce virage. Mais cela suppose du courage politique, une vision claire et la capacité à convaincre les citoyens que le changement est la condition même de la survie. Au final, la question n'est plus de savoir si la protection américaine tiendra, mais si la Baltique saura écrire son propre récit, indépendante, agile et respectée. Ce défi, jadis impensable, est aujourd'hui inévitable. Alors la Baltique disparaîtra-t-elle des radars ou deviendra-t-elle le laboratoire d'une nouvelle souveraineté européenne ? Tout dépendra de sa capacité à regarder la vérité en face et à oser l'audace. Car dans un monde où les alliances se font et se défont à la vitesse de la lumière, seule l'intelligence collective et la capacité à se réinventer séparent les acteurs de l'histoire de ses spectateurs. À vous de juger, la Baltique saura-t-elle saisir sa chance ou restera-t-elle prisonnière de ses certitudes ?